Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat des presses, le décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. Ce matin, 3 sujets de débat. D'abord, la suspension du dialogue politique au Burkina Faso entre la majorité présidentielle et l'opposition politique. Depuis 2 jours, ils étaient réunis à Kosiam pour échanger sur des sujets relatifs à la vie de la nation. Finalement, il n'y a pas eu de consensus notoire. On se demande véritablement l'opportunité de ces conclaves au regard des urgences de la situation nationale. Un dialogue qui se nourrit ou qui se tient entre partis politiques, mais lorsque crise politique survient, ce sont d'autres acteurs qui sont appelés à la rescousse pour éteindre le feu. On se pose alors la question de la légitimité de ces conclaves-là. Le dialogue politique, est-ce une particularité burkinabé? On en débat ce matin. Ce matin, deuxième sujet, la création d'une force spéciale au sein de l'armée burkinabé. La mission de cette force spéciale est de mener des opérations spéciales d'intérêt stratégique. Ça, c'est ce qui est sur le papier. Mais sur le terrain, que fera exactement cette force qui existe d'ailleurs depuis quelque temps selon nos sources? Est-ce le retour d'un RSP version Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso? Est-ce que cette force spéciale peut-elle venir à bout du terrorisme qui sévit au Burkina Faso? Réponse avec nos invités. Et avec nos invités, la joie de Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, après 10 ans d'absence du pays, qui retourne au pays. Un retour qui montre également que la popularité de Laurent Gbagbo est restée toujours intacte. Ce retour peut-il être synonyme de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Réponse avec nos invités. Nos invités, c'est Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, analyste politique. Bonjour Bari. Bonjour Fousseni, bonjour mesdames, messieurs. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse ce matin, Albert Nagrego, directeur de publication de Libre Info, analyste politique et éditorialiste. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Et puis enfin, troisième invité, Xavier Belem-Yegré, rédacteur en chef de Radio Burkina, éditorialiste et analyste politique. Bonjour Xavier. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. On commence d'ailleurs avec vous, Xavier. Ce dialogue politique suspendu entre l'opposition politique burkinabé et la majorité, est-ce qu'on peut dire au bout de 2 jours ou 3 jours d'échange que c'est un échec? Bon, oui, pas forcément un échec au regard de la matière qui a été discutée, parce qu'il y avait quand même du contenu qui était à l'ordre du jour. Malheureusement, ils n'ont pas pu aboutir. Peut-être on peut s'interroger sur pourquoi ils n'ont pas pu aboutir. Sinon, il y avait quand même de la matière. Au regard des conclusions, il y a eu d'abord cette divergence sur la situation sécuritaire où l'opposition a demandé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense avec juste raison au regard de la situation sécuritaire délétère que nous vivons actuellement. Il y a eu aussi le suffrage universel pour le choix du maire qui était aussi à l'ordre du jour, et puis éventuellement la loi sur le quota genre. Donc il y avait quand même de la matière à discuter pendant ces 3 jours de travaux. Maintenant, pourquoi on n'a pas pu avoir consensus? Peut-être qu'on peut décortiquer. Sur le plan sécuritaire d'abord, l'opposition, comme je l'ai dit, la majorité était plus ou moins affaiblie au regard de la situation délétère. Donc l'opposition a saisi la balle au rebond pour demander au gouvernement, en tout cas, de s'expliquer, si on peut le dire ainsi. Voilà pourquoi il y a eu divergence à ce niveau. Et sur le suffrage universel, ils ont proposé à ce que peut-être on reconsulte les acteurs politiques avant peut-être d'avoir une décision unanime sur la question, parce que ça aussi c'est un couteau à double tranchant. Si on décide tout de suite et maintenant qu'il faut aller au suffrage universel pour le choix du maire, ça veut dire qu'il faut définir un mode de scrutin. Et comme tous les acteurs ne sont pas certainement au parfum du mode de scrutin et des contours qui doivent organiser donc ces élections, voilà pourquoi ils ont renvoyé un peu les acteurs à beaucoup plus de réflexion. Mais sur la loi sur le quota genre, je pense que ça c'est une vieille loi qui est là, qu'on n'arrive pas à appliquer, mais que les politiciens se titillent là-dessus. Moi, je n'en crois finalement pas à cette loi sur le quota genre. Pour moi, l'émancipation de la femme là doit se faire autrement, parce que les politiciens vont trouver toujours des subterfuges pour pouvoir mettre la femme à l'écart, alors qu'il y a des femmes compétentes qui peuvent bien compétir
au milieu des hommes sans cette faveur de la loi. Maintenant, sur l'opportunité du dialogue politique même en tant que tel, bon, je pense que c'est opportun parce qu'il y a beaucoup d'enjeux actuellement. Vous savez, on est en train de relire le code, ils ont proposé la relecture du code électoral à minimum pour tenir compte des élections futures. Il y a aussi bon, le congrès du MPP qui est en vue. Donc, pour moi, c'était opportun. Et comme aussi, il y a cette réconciliation qu'on a entamée, qu'on a du mal à asseoir, il faut le dire ouvertement. Donc, il y avait quand même matière que les acteurs politiques se réunissent et qu'ils se concertent. Maintenant, est-ce qu'il fallait peut-être associer d'autres acteurs qui ne sont pas forcément politiques? La question reste posée. Et je pense que peut-être avec l'avis des uns et des autres, on aura... Tout à fait. Albert, est-ce que c'est votre avis mitigé aussi de voir un peu un semi-échec de ce dialogue politique? Bon, dans tous les cas, le dialogue politique en lui-même cause beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ce dialogue politique. Je pense que c'est une initiative qui avait été initiée par Blaise Compaoré à l'époque avec en majorité l'opposition pour discuter souvent des questions de modification de l'article 37 où on a vu parfois les deux partis qui sortent après, chacun donne sa position sur la modification de l'article 37. À notre grande surprise, c'est une rencontre qui a été reconduite d'une manière ou d'une autre par le président Kaboré en 2019, je pense bien. Les uns et les autres ont critiqué parce que ça n'a pas de base légale, il n'y a pas de base juridique autour de ce dialogue-là. Si on veut effectivement faire un dialogue politique, il faut peut-être élargir, pourquoi on parle de dialogue politique national, qu'à chaque fois de se rencontrer et puis inscrire à l'ordre du jour des sujets qui ne valent pas la peine. Aujourd'hui, tout le monde sait que derrière cette rencontre, c'est bien les élections municipales de 2022 parce que selon les textes, il faut l'organiser au plus tard, à la fin du premier trimestre de 2022. Et aujourd'hui, on a 9 mois de cette élection, alors que les textes également de la CEDEAO encore empêchent qu'on révise le code électoral après 6 mois avant les élections. Donc les acteurs politiques aujourd'hui sont en train de se hâter pour pouvoir essayer d'écrire le projet et puis envoyer le projet à l'Assemblée nationale d'ici peut-être l'ouverture de la prochaine session pour réviser ce code électoral. Donc on sait que c'est un intérêt purement politique qui est inscrit à l'ordre du jour, c'est la révision du code électoral, il ne faut pas se le cacher. L'attaque de Solane tombe comme une situation qui vient à quelques jours de ce dialogue politique. Donc on l'inscrit à l'ordre du jour du dialogue politique. Si l'opposition était véritablement sincère, ce qu'elle a demandé, la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense, l'opposition aurait pu poser cela comme un préalable avant la poursuite du dialogue ou politique. Peut-être même au lendemain. Tout à fait. Mais ils l'ont fait, mais c'était encore dans le cadre informel. Mais là, il y a un dialogue politique qui est là. Si vous êtes sincère avec ce que vous dites, si vous avez la conviction que le Premier ministre doit démissionner, le ministre de la Défense, il faut le poser comme un préalable. Parce que c'est dit que les conclusions du dialogue politique seront, c'est-à-dire les points qui feront l'objet de consensus, seront remis au président du Faso et le président du Faso sera chargé de les appliquer. Donc, ce n'est pas évident que la majorité aujourd'hui, au cours de ce dialogue politique, accepte la démission du Premier ministre et le ministre de la Défense. Donc, ça va être un point qui ne va pas faire l'objet. Et c'est dommage. Hier, à la sortie, on a vu que ce point qui n'a pas forcément fait l'objet ne revient pas dans les discussions, mais on nous dit plutôt que le processus électoral, le mode de désignation du maire et des conseillers municipaux était un peu très technique, on n'a pas compris. Donc, on a demandé à 4 personnes d'aller travailler dessus et revenir le 3 juillet pour expliquer clairement les choses. Donc ça veut dire que la démission du Premier ministre et le ministre de la Défense, c'est juste un argument que l'opposition ici veut faire vendre à l'opinion pour dire bon, on tient à la sécurité des Burkinabés parce que ça n'avance pas. Mais vous avez vu que l'opposition et la majorité, Simon Compaoré a bien dit que ils s'en félicitent parce que la loi de programmation militaire a été bien exécutée. Il y a eu des efforts qui ont permis l'exécution de cette loi. Donc de leur côté, il y a satisfaction. Donc pour moi, ce dialogue politique pose véritablement problème parce qu'on se pose la question, je vous rejoins parce qu'à un moment donné, vous avez parlé de est-ce qu'on ne parle pas vers une démocratie de consensus et on a l'impression que c'est véritablement cette démocratie de consensus-là qui se dégage désormais. Est-ce que parce que les acteurs politiques sont à court d'idées, est-ce qu'ils sont aujourd'hui faibles, est-ce qu'ils n'arrivent plus à pouvoir exprimer leurs convictions au peuple pour avoir la confiance du peuple? Il y a beaucoup de questions. Donc j'ai peur pour le lendemain avec cette manière de faire la politique. Abdoulaye Bari n'est peut-être pas dans cette inquiétude. Bon, non, je ne suis pas inquiet. Je m'interroge, est-ce que le dialogue politique en soi est-il une bonne chose? Je pense que, tel qu'initié par le Burkina, c'est une excellente chose.
pour la simple raison qu'à mon avis, il n'existe de démocratie viable et véritable qu'inclusive et participative. Et on a vu ce processus donc lancé par le Burkina il y a quelques années, 2 ou 3 ans par exemple, pour les élections de 2020, a quand même permis d'arriver à des élections consensuelles et apaisées. C'est important. Vous voyez, sous d'autres cieux, partout où on s'est illustré dans l'exclusion de certaines forces politiques et démocratiques, on a rendu, si vous voulez bien, inévitable la catastrophe. Dieu nous en préserve. Donc c'est une excellente chose d'aller à un échange, à un dialogue sur des questions majeures qui concernent donc des questions de gouvernance démocratique. Et je pense que l'importance de ce sujet-là mérite que l'on ne se limite pas aux simples entités majorité et opposition, parce qu'il y a d'autres légitimités qui ne font pas forcément partie ni de la majorité ni de l'opposition, mais qui ont de la voix à donner quand il s'agit quand même de la construction, voire même de la consolidation de nos projets démocratiques. Pour cela, j'estime qu'il faut saluer. Le confrère a posé une question importante sur l'opportunité du dialogue politique. À mon avis, je pense qu'il est inopportun. À mon avis, ce dialogue politique ne devrait pas intervenir aujourd'hui pour la simple raison que le Burkina n'a pas encore fini de pleurer ses enfants. Il y a eu 100 personnes, 100 civils désarmés qui ont été massacrés, sans secours, abandonnés à leur triste sort à Solahan. Le peuple pleure encore et on a des déplacés, on a des survivants qui vivent encore le traumatisme et qui vont porter encore très longtemps. Mais est-ce que c'est pas ce que Albert est en train de dire? Est-ce que au regard du calendrier politique ou de l'agenda politique des uns et des autres, on se dit peut-être que c'est maintenant qu'il faut tenir ce dialogue, sinon plus tard ça peut être problématique? Pour moi, le dialogue qui vaille aujourd'hui, je ne parle même pas de dialogue, ce qui vaut aujourd'hui, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de dire que le pays a connu ce drame. Jusque-là, il n'y a pas eu un conseil de défense. 160 personnes ont été massacrées, il n'y a pas eu de conseil de défense. On n'a toujours pas expliqué ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi. Jusque-là, il n'y a rien n'est fait par rapport à Solane. Je trouve que c'est inopportun. Et l'autre chose aussi, je trouve que c'est incohérent d'inviter l'opposition politique à discuter des questions de défense et de sécurité nationale. L'opposition politique n'a rien à voir. Il y a un gouvernement qui a été élu. C'est dit la question de la sécurité et de la défense nationale relève du ressort exclusif du gouvernement en tant qu'exécutif. C'est des questions de souveraineté. On n'a pas à partager ces questions à moins qu'on propose un gouvernement, on allait dire pas gouvernement d'union, mais un gouvernement... Mais est-ce que, Abdoulaye Bari, vu de cette façon, vous ne complexifiez pas la question de la défense et de la sécurité des Burkinabés, qui doit concerner tous les Burkinabés dans leur ensemble? Les Burkinabés sont concernés, ils sont en premier chef par des questions de sécurité et de défense. Mais la stratégie de défense nationale relève exclusivement de l'exécutif qui a on va dire, dans un contexte particulier, a proposé une offre politique au Burkinabé. Et dans cette offre politique, il y a donc la question de la stratégie, la question de la défense nationale. Je peux comprendre aujourd'hui, quand il s'agit des questions d'élection, parce que oui, il faut avoir l'avis de l'opposition, il faut avoir l'avis de la société civile, pour aller dans une dynamique consensuelle. Mais la question de la défense nationale, il n'y a pas à consulter l'opposition politique pour qu'elle donne son point de vue. Oui, Albert Nagnego et ensuite Xavier, oui. Albert, non, moi en fait c'est la forme, parce que Barry parle de conseil de défense. J'ai dit mais Barry a trop demandé. Est-ce que vous êtes d'accord que ce qui s'est passé à Solan dans la nuit du 4 au 5 juin, ni le ministre de la Défense, ni le porte-parole du gouvernement, ni le chef d'état-major général de l'armée, ni l'Assemblée nationale n'a joué son rôle de convoquer peut-être les ministres? Une session extraordinaire, oui, par exemple. Oui, tout à fait. Ni le ministre de la Sécurité. Personne n'a communiqué officiellement au Burkinabé pour dire voici ce qui s'est passé. Et on aurait dû poser des questions pour comprendre mais qu'est-ce qui a été votre réaction? Personne, absolument personne jusqu'à ce jour. Alors que si on considère qu'on est en train de gouverner, il faut donner aussi l'explication parce que c'est une page de l'histoire du Burkina qui vient de se créer. Parce que l'histoire retiendra que c'est quand même l'une des plus grosses attaques meurtrières de ce pays-là. Et il n'y a pas eu suffisamment de traitement, de gestion autour de cette crise-là.
La crise, l'attaque peut arriver, mais comment on gère cette crise pour donner encore confiance aux Burkinabés que ça ne va pas arriver, ou on va prendre les précautions pour éviter à l'aventure que des choses comme ça arrivent, ou comment on va gérer, on va traiter ceux qui sont déjà des rescapés ou ceux qui sont dans une autre situation plus complexe. Malheureusement, la simple conférence de presse, on n'en a pas eu. Ou simple point de presse, on n'en a pas eu. Alors, on est tenté de poser la question, est-ce qu'on est gouverné? Si on est gouverné, maintenant, qui gouverne véritablement? C'est la question qu'on peut se poser. Vous gouvernez qui? Parce que si vous estimez que vous gouvernez le Burkinabé, s'il y a une situation pareille, il faut bien donner l'explication, la bonne information aux Burkinabés. On n'a pas eu la bonne information officielle jusqu'à présent. On sait que quand on est des témoignages, des rescapés, on a également entendu ici, on a vu ici, on a fait ce qu'on peut faire. On a vu le Premier ministre sur le terrain et c'est fini. Je pense pour vous, c'est juste un service minimum qu'on a assuré. C'est le minimum ici qu'on devrait, c'est d'avoir au moins une communication claire et même une communication aussi importante, une communication même géante avec la presse, que ce soit nationale et internationale. On répond aux questions. Si le porte-parole du gouvernement ne peut pas le faire seul, il peut le faire le ministre de la Défense accompagné, ou le ministre de la Sécurité, ou le chef d'état-major général de l'armée accompagné. On le voit, chaque fois le service d'information du gouvernement organise son point de presse, il y a 2 ou 3 ministres. Pourquoi dans cette situation on ne peut pas avoir 2 ou 3 ministres concernés par l'affaire pour répondre? On est passé à côté de la communication sur cette affaire. On a fait la force, on va dire, aux médias en griffe, et on continue parce que c'est les médias ici qu'il faut voir comme le bouc émissaire. Alors que le média a fait son travail. On n'a fait que chercher l'information et remettre aux populations, aux auditeurs, aux lecteurs et aux téléspectateurs. C'est dommage. La diversion. C'est dommage. Alors, sur la préoccupation, je pense que peut-être ça fait partie aussi de la stratégie des guerres du gouvernement de ne pas communiquer à travers le ministre de la Sécurité ou le ministre de la Défense au niveau du service d'information du gouvernement, convoquer les journalistes pour en parler. Mais pourquoi l'opposition demande alors la démission de ces Justement, moi j'allais en venir parce que je ne partage pas le point de vue de mon confrère Barry sur la place de l'opposition sur cette question. Je pense que l'opposition s'oppose, mais sur des questions d'intérêt national, l'opposition aussi doit apporter sa part contributive. Pas forcément dans la gestion en tant que telle, mais si l'opposition estime, par exemple, que le président doit revoir son gouvernement, elle fait ses propositions. Et je pense que ce cadre de dialogue politique est une occasion pour l'opposition aussi d'afficher ça. Alors, on parlait peut-être d'une explication au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il doit y avoir une session extraordinaire demain, si je ne me trompe pas, lundi. Vous avez l'ordre du jour? Bon, je n'ai pas le contenu de l'ordre du jour. Ah, justement, mais parce que de ce qui nous revient pour l'ordre du jour, ce n'est pas évident que cette question soit abordée. Sur la question de l'implication de l'opposition politique par rapport à cette question, je pense que c'est éminemment important que l'opposition doit faire des propositions, s'il le faut, pour que le gouvernement puisse avancer dans la gestion de cette crise. Abdoulaye Barry. Je persiste et je signe. Il ne revient pas à un exécutif de consulter l'opposition politique sur des questions de stratégie de défense nationale. On n'est pas dans un cadre de cohabitation politique. Il y a une majorité qui a gagné aux élections et il y a une opposition qui a perdu et qui a décidé d'être de contre-pouvoir. Et dans ce rôle de contre-pouvoir, c'est d'alerter et d'attirer l'attention du gouvernement sur les failles de la stratégie. Maintenant, pour moi, le rôle exclusif de la stratégie revient à l'exécutif parce qu'on n'est pas dans un contexte de cohabitation. Si on était dans un contexte de cohabitation, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour des questions politiques qui concernent donc l'opposition, tout le monde, on peut consulter parce que comme je l'ai dit, il n'y a de démocratie véritable que lorsque cette démocratie, elle est inclusive et participative. Pour revenir à la question de la démission du Premier ministre, ministre de la Défense, demandée par l'opposition, le vrai mot que je vais utiliser, c'est absurde. On ne peut pas demander au Premier ministre de démissionner dans ce contexte. Le Premier ministre, la question de la défense nationale, la question de la sécurité nationale sont des questions de souveraineté qui sont gérées entre le ministre de la Défense et le président de la République. Le Premier ministre ne gère pas ces questions de défense nationale. Effectivement, il est amplificateur donc de certains renseignements sur des attaques, sur des stratégies, mais on ne peut pas demander dans un tel contexte au Premier ministre de démissionner. Et
Donc pour vous, l'opposition se trompe de personne. Pour moi, c'est absurde de demander au Premier ministre de démissionner. C'est absurde. Par contre, on doit demander au gouvernement de rendre des comptes par rapport à ce qui s'est passé à Solhan. Parce qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'avait été à Solhan. Il y a eu 160 personnes qui ont été massacrées et le gouvernement n'a pas été capable de défendre ces personnes, de leur assurer la sécurité. Mais on ne peut pas, après ce massacre, la faire comme si de rien n'était et ne rien dire au peuple. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème d'équipement, c'est un problème de stratégie? On dit que l'armée était à 12 km et ça, vous voyez l'impact psychologique au niveau de la population. Le regard qu'il peut porter désormais sur son armée, le regard qu'il peut porter désormais sur ses gouvernants. Le minimum, c'est d'expliquer ce qui n'a pas marché, mais demander le départ du Premier ministre, pour moi, c'est une absurdité politique. Oui, pour terminer sur ce sujet, Albert. Moi, c'est plutôt la forme. Ça m'étonne que c'est les responsables politiques qui vont à un dialogue politique et c'est eux qui appellent le chef d'état-major général de l'armée, ils appellent le ministre de la Défense, ils appellent le ministre de la Sécurité de venir leur expliquer ce qui s'est passé. Et en retour, qu'est-ce qu'ils font avec ces explications? Moi, je pense que ce n'était même pas le lieu pour eux d'aller s'expliquer. Et quand on écoute les uns et les autres, les mêmes qui sont arrivés, ils n'avaient pas d'explication aussi convaincante par rapport à ce qui s'est passé à Solhan. C'est resté sur ce qu'on sait tous, la lenteur des soldats qui étaient à côté pour allier le coin, le lieu de l'attaque. Et ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi c'est arrivé? Pas de réponse. Jusqu'à présent, c'est la même chose qui est restée comme élément des hypothèses qui sont restées à cette rencontre de dialogue majorité et l'opposition face au ministre de la Sécurité, au ministre de la Défense. Donc je pense qu'il n'y avait pas vraiment matière à faire cette affaire-là. Il faut travailler beaucoup plus sur des questions plus essentielles. Quand on prend la question de réconciliation aussi, on voudrait que Zéphirin Diabré a refusé quand même de donner les avancées, des précisions. Il est resté quand même beaucoup plus évasif sous prétexte qu'il est en train de ficeler toujours son affaire. Donc, ce n'est pas le lieu pour lui de communiquer davantage sur ce qu'on sait déjà sur cette question de réconciliation. Moi, c'est pour résumer, il faut qu'on prenne tous conscience, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les citoyens burkinabés également, travaillons beaucoup plus pour l'intérêt que les intérêts politiques ou les intérêts égoïstes, parce que là, moi je vois beaucoup plus le code électoral à l'ordre du jour que véritablement les questions de sécurité ou les questions de réconciliation dont on nous vend. On va revenir certainement sur ce dialogue politique, surtout que la classe politique burkinabé se donne à nouveau rendez-vous le 3 juillet prochain pour délibérer sur les questions politiques mentionnées dont on a discuté au cours de ce débat-là. Albert, on reste avec vous sur la création d'une force spéciale au sein de l'armée burkinabé, une force qui aura pour mission de mener des opérations spéciales visant à atteindre des intérêts stratégiques en dehors des cadres d'opération conventionnels. Ça, c'est ce qui est sur le papier, mais concrètement sur le terrain, est-ce que vous voyez l'opportunité de cette force? Est-ce que ce n'est pas un retour d'un RSP version peut-être Rochemar Christian Kaboré? Non, d'abord, ce qui m'étonne, c'est que c'est la réaction de Burkinabé, c'est légitime, parce que c'est une force qui existe déjà sur le terrain, qui travaille déjà sur le terrain. Je pense que l'un de ses premiers chefs a même perdu la vie dans la région de l'Est, son véhicule a sauté sur une mine. Donc il y a au moins 3 ans que cette force existe, et si vous regardez bien, on a pu bien le voir dans le reportage de la RTB, le Premier ministre à Solhan, il y avait les éléments de cette force qui assuraient la sécurité du Premier ministre à Solhan. Donc c'est une force qui existe déjà, et le chef d'État n'a fait que formaliser de façon juridique l'existence de cette force-là. Et il y a une pure coïncidence parce que quand on regarde, le décret ça a été signé le 2 juin, alors que l'attaque de Solhan a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 juin. Est-ce que ça a été antidaté pour montrer qu'il y a un travail qui est fait, ou bien ça a été signé véritablement le 2 juin et l'attaque est survenue le 4 et le 5 juin, donc c'est une pure coïncidence. Là-bas, on peut bien se poser la question, qui a eu l'idée de faire fuiter cela peut-être en cette période où les Burkinabés sont en deuil, pour montrer que certainement ça travaille. Mais dans l'opérationnalisation, il faut se dire que c'est une force qui est déjà sur le terrain, qui est opérationnelle. Est-ce que c'est une autre RSP? On va peut-être nuancer, parce que moi, les informations qui me reviennent, c'est que c'est une force qui a été créée sous beaucoup plus l'initiative des Français. Et donc, ils ont été formés à Cambouensen, d'ailleurs, par les Français qui sont au Burkina. Et donc, c'est beaucoup plus une idée qui est venue de cette coopération militaire entre la France et le Burkina Faso. Donc, ce n'est pas forcément une idée qui est venue du président. C'est ce que je reçois comme information. En termes d'effectifs également, c'est une force qui n'a pas suffisamment, qui n'a même pas la moitié de l'effectif de RSP.
on le sait bien, quand on va parler encore, on nous dirait qu'on allait divulguer des secrets militaires sur des plateaux télé. Donc c'est un effectif qui n'atteint pas la moitié quand même de l'effectif du régiment de sécurité militaire qui était entre 500 et 1200 hommes. Donc on peut se dire que c'est une phase d'expérimentation toujours, mais c'est normal aussi qu'on se pose la question parce que quand on regarde le décret, il y a des articles où on a raison de s'inquiéter parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain avec cette force-là. Oui, Abdoulaye Baroui, pour vous, est-ce que c'est de la com politique que le décret qui annonce la création de cette force sorte à un moment difficile de la vie de la nation burkinabé? Je ne vais pas mentir parce que je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Pourquoi le décret est sorti maintenant? Si j'essaie d'épiloguer, je vais mentir. Mais par contre, est-ce que l'idée des forces spéciales est une bonne chose? Oui, c'est une excellente chose. Les forces spéciales, il y en a dans plusieurs pays. Hein. Ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale où beaucoup de pays, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, tous ces pays-là, ont leurs forces spéciales. Mais les forces spéciales, comme leur nom l'indique, sont véritablement des forces spéciales, c'est-à-dire pour des missions spéciales qui ne sont pas là pour la guerre conventionnelle, comme on le dit. Et Albert parle de leur nombre, vous parlez du RSP. Non, le RSP est une garde présidentielle, même si c'est une unité d'élite de l'armée de terre du Burkina. La différence avec les forces spéciales, c'est que les forces spéciales sont constituées par des éléments, des unités d'élite, des meilleurs de chaque armée, et qui sont désormais placés sous ce qu'on appelle militairement un commandement interarmée. C'est-à-dire qu'on va dans l'armée de terre, on regarde, on prend les meilleurs éléments de l'armée de terre, on va dans la marine. La marine n'existe pas ici, c'est vrai, on va dans la marine, donc on prend les meilleurs. C'est vrai que ça crée souvent des frustrations dans ces armées-là, parce qu'ils se disent, bon, vous nous prenez les meilleurs. Donc ces meilleurs-là sont placés sous un commandement interarmé. Ils ne sont pas là, ces éléments, pour assurer la sécurité du président de la République, même si ces forces-là relèvent du président de la République, parce que c'est lui, souvent, qui doit donner l'ordre pour que les forces spéciales sortent, même s'ils sont sous commandement donc, du chef d'état-major. Le décret précise que les missions et les opérations sont classifiées et selon l'autorité du président. Oui, justement, il s'agit donc de les protéger. Ce qui est arrivé au Burkina, on offre donc un cadre juridique pour protéger donc ces forces spéciales au regard de la sensibilité de leur mission. Mais par contre, ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas possible en droit, la protection des forces spéciales ne peut pas être l'objet d'un décret présidentiel. Il faut que ce soit une loi qui soit votée par l'Assemblée nationale, donc qui puisse les protéger. Sinon, on ne peut pas régler cette question avec des décrets. C'est comme si vous prenez par exemple la grâce présidentielle et l'amnistie. La grâce, c'est le président qui l'accorde, mais il ne peut pas accorder une amnistie. Elle est votée par une Assemblée nationale. Donc, dans le cas d'espèce, ce n'est pas jouable. Le président ne peut pas prendre un décret qui protège donc les forces spéciales. Il faut que ce soit une loi qui soit donc votée à l'Assemblée nationale. Donc, pour revenir à la question, les forces spéciales, c'est une très bonne chose parce que c'est des meilleurs, mais il faut retenir que les forces spéciales ne sont pas là pour une guerre conventionnelle. Elles sont là pour des missions spéciales, c'est-à-dire lorsqu'on a par exemple un poste de commandement opérationnel de l'ennemi qu'on a pu situer quelque part, les forces spéciales sont envoyées pour aller détruire ce poste de commandement. Albert a parlé de leur effectif. Au fait, au regard de leur mission, de l'exigence de leur entraînement, de leur équipement et de leur formation au quotidien, on ne peut pas avoir beaucoup d'éléments des forces spéciales. Non, c'est un nombre réduit. Et quand vous prenez par exemple au sein des forces spéciales françaises, il y a le chef de groupe, il est à la tête d'une quinzaine d'éléments, pas plus. On ne peut pas avoir des millions, on ne peut pas avoir... c'est pas possible. Quand vous prenez un pays comme la France, les forces spéciales françaises sont au nombre de 4000, alors que les forces spéciales françaises sont là depuis la première guerre du Golfe en 92, mais on ne peut pas les avoir, c'est pas une armée régulière. Donc un nombre réduit pour des opérations spéciales, mais est-ce que la question que je me pose, est-ce que ça suffira donc pour résoudre la question du terrorisme? Ça a son apport, mais ça ne suffira pas. Pour qu'il y ait donc, et pour qu'on puisse vaincre le terrorisme, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des gains territoriaux.
si les forces spéciales sont parties détruire une cible ennemie, il faut que les autres forces donc conventionnelles puissent réoccuper le terrain pour que l'ennemi ne vienne pas. Et quand vous regardez le Sahel, c'est ça le problème depuis 5 ans. On est en lutte contre le terrorisme, on tue des terroristes, bon, on communique tous les jours, on a tué 100 terroristes, on a tué 2000 terroristes, mais il n'y a jamais eu de gains territoriaux. Au contraire, ce sont les terroristes qui avancent parce que l'État n'occupe pas et les forces armées n'avancent pas en termes de gains territoriaux. Oui. Xavier Bellamy-Aigre. Moi, ma préoccupation aussi, elle est relative à ce que Barry vient de terminer, c'est l'opportunité et l'efficacité de ces forces spéciales-là dans la lutte contre le terrorisme. Il a dit, ils ne sont pas là pour des guerres conventionnelles, mais je ne pense pas qu'ils soient aussi efficaces pour des guerres non conventionnelles comme nous sommes en train de subir actuellement. On a dit des forces spéciales, leur nombre est réduit. Nous avons des attaques asymétriques un peu partout. Est-ce que ces forces spéciales seront déployées à des moments opportuns pour nous éviter le pire? C'est une grande interrogation. Sinon, leur existence, d'ailleurs, quand vous échangez avec les forces de défense et de sécurité, ils disent qu'effectivement ces forces spéciales existent, ils mènent des opérations. Mais depuis qu'elles existent depuis, bon, il y a les attaques terroristes qui se multiplient et à la veille d'une attaque aussi meurtrière, on nous a fait sortir ce décret. Alors, au lendemain plutôt. Voilà. Puisque on a eu le décret vent de ça après, justement, mais le décret date du 2 juin. Du 2 juin. Est-ce que ça veut dire que ces forces spéciales ont été créées par rapport à des situations d'urgence que nous vivons actuellement? La question reste posée parce qu'au regard de leur mission, ils ne seront pas aussi efficaces par rapport à la guerre asymétrique que nous subissons actuellement. Oui, Albert et puis Barry. Non, en fait, c'est pour dire que de plus en plus, on a assez d'unités ou de forces spéciales comme ça. Bon, moi, je vais parler plutôt d'unité, parce que quand vous prenez la gendarmerie, il y a une unité d'élite qui est là, qui fait ses preuves, qui est reconnue. Quand vous prenez la police également, vous avez l'UP aussi qui est là, qui fait ses preuves aussi. Et quand vous regardez, à un moment donné, l'Union européenne a soutenu même, je crois, la mise en place d'une unité aussi d'élite comme ça. Non, même avant le GATSI, avec une capacité d'intervention de 10 minutes, je crois. Le lancement a été fait de façon pompeuse à Ouagadougou, je pense. Et donc, en plus de ce qui vient de s'ajouter encore, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de multiplier les forces? Qu'est-ce qu'on fait de ces unités qui existent déjà, qui sont des élites, mais qui manquent suffisamment de moyens pour pouvoir travailler? Donc, il y a un problème de capitalisation. C'est l'essentiel, parce que quand on prend l'attaque de Istanbul, et même Capuchino, moi j'étais sur le terrain toute la nuit et parfois quand vous écoutez les soldats causer à côté, mais ils font cas de manque de matériel pour faire face, pour aller devant l'ennemi, parce qu'on manque de ça, on manque de ça, on manque de ça. Et régulièrement, ça revient dans les causeries, ça revient dans les débats. On a juste besoin de ça. Et quand la police aujourd'hui, le syndicat fait sa conférence de presse, on vous pose le problème également du matériel. Donc, est-ce que ces unités spéciales qui sont là, qu'on n'a pas suffisamment dotées, et on passe encore à la création d'autres forces, on peut bien se poser la question, l'opportunité de cette force-là, c'est véritablement quoi? Abdoulaye Barry. Non, enfin, il y a une nuance dans ce que Albert a dit, même s'il y a beaucoup de choses qui sont pertinentes. Au fait, quand on parle de force spéciale, on ne va pas recruter en dehors de l'existant. C'est ça. On ne va pas, par exemple, lancer un recrutement, on a besoin de 2000 éléments des forces spéciales. Non, les forces spéciales, on les tire de l'existant, c'est-à-dire on regarde les meilleurs des différentes armées, donc on les place sous un commandement interarmé. Ce qu'il a dit, c'est vrai, s'il existe des éléments de chaque corps, il faut donc récupérer ces éléments-là, les mettre sous un commandement. Et ce qui fait la différence donc entre les forces spéciales et les autres militaires, on va dire que c'est surtout l'entraînement, l'équipement surtout, parce que les forces spéciales, c'est des équipements véritablement de dernière génération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les forces spéciales, c'est un nombre très réduit et au regard de la complexité de leur mission, le nombre est réduit, donc il faut qu'ils soient très bien équipés. Donc ce qu'il dit en termes d'équipement, c'est pertinent. Donc si on ne résout pas le problème d'équipement, il n'y a pas de force spéciale. Et il y a un élément important que lui il a signalé. Il ne s'agit pas de multiplier des forces ou bien de créer des forces spéciales pour qu'elles soient des forces qui sont là pour lutter contre le terrorisme. Non, il y a des missions spécifiques pour les forces spéciales. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a eu donc Solaan. Et ce qui est important pour les forces spéciales, le renseignement doit être
précis. Il faut qu'il y ait du renseignement vrai et précis. Donc, au moment où Solane se déroulait, si le renseignement doit être venu peut-être 30 minutes à l'avant, donc les forces spéciales, on peut envoyer une quinzaine d'éléments des forces spéciales pour résoudre le problème. Là où une armée régulière aura besoin peut-être de... On a dit qu'ils étaient 200, c'est ça? Donc, si c'est une armée régulière que vous envoyez, il faut qu'il soit 400. Pour terminer, il est important de ne pas trop communiquer sur les caractéristiques des forces spéciales parce qu'on les met, on les expose trop. C'est des gens qui font à la fois une mission militaire, mais une mission diplomatique. Elles peuvent être amenées à aller dans un pays pour des opérations bien précises. Donc, il faut les protéger. C'est des gens qui peuvent aller, par exemple, sous des noms d'emprunt. On ne connaît pas leur nom pour protéger leur famille. Donc, je pense que le gouvernement a intérêt à ne pas trop communiquer sur le document qui spécifie donc les forces spéciales. Il est tombé dans la place publique. Je pense qu'il est tombé dans la place publique. On a vu dedans le recrutement, c'est des officiers, des soldats de rang. Je crois même que c'est précisé les volontaires, ceux qui veulent, je pense, mais avoir les aptitudes qu'il faut. Donc, c'est des éléments qui seront recrutés un peu de partout. Mais c'est bon d'avoir une force spéciale. Mais travaillons déjà à doter aussi les unités qui sont là de moyens parce qu'on est tous d'accord qu'à chaque fois, vous allez voir des commissariats de police, des brigades territoriales qui sont plus proches parfois de la cible, du danger, mais qui n'ont pas les moyens. Quand vous prenez la région de l'Est aujourd'hui, on vous parle de Ouagadougou, et régulièrement, vous partez vers Kantiari, c'est des brigades territoriales ou encore des commissariats de police qui sont très proches des ennemis, des cibles, mais qui n'ont pas véritablement les moyens roulants, ni serait-ce même que armes pour aller. Donc, on va créer une force spéciale qui est en mission peut-être à Toini, ou bien qui a mission à Kumbri. Pendant ce temps, à l'Est, là-bas, ça chauffe. Donc, il faut beaucoup plus équiper les différentes unités avant d'arriver à la force spéciale. Sinon, certains diront que c'est un luxe pour le Burkina d'avoir une force spéciale. Troisième sujet de débat à débat de presse ce matin, la joie de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, de retour dans son pays après 10 ans, Abdoulaye Bari. Et on l'a vu, Laurent Koudou Gbagbo, l'ancien président ivoirien, qui retourne au pays et dont on voit que la popularité reste toujours intacte. Oui, évidemment, c'est ce qu'on a remarqué, hein, malgré donc le dispositif sécuritaire mis en place par le gouvernement pour empêcher aux jeunes les jeunes d'aller accueillir leur idole, Laurent Gbagbo. Du monde est sorti donc à Abidjan de l'aéroport jusqu'à Toban. Donc ça traduit un peu l'image donc au sein de la population. C'est un homme qui est adulé. Il reste donc que Laurent Gbagbo reste très populaire. Je l'ai rappelé sur ce plateau. Il ne faut pas qu'on oublie qu'en 2010, lors de la présidentielle chaotique, Laurent Gbagbo avait gagné à Abidjan, la métropole ivoirienne. Il avait gagné à Abidjan, même si il n'a pas forcément, on peut le dire, 10 ans après, l'électorat n'est pas resté intact. Il reste bien évidemment que dans cette partie de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo reste très populaire. Sa venue est-elle une bonne chose? Elle peut l'être, oui. Elle peut être un élément important donc pour le processus de réconciliation nationale dans lequel donc la Côte d'Ivoire s'est lancée, mais tout dépendra de ce que Laurent Gbagbo même en fera. Parce qu'on ne peut pas faire en Côte d'Ivoire comme s'il n'y a pas eu 3000 morts. Il y a eu 3000 morts. L'acquittement par la CPI, l'acquittement de Laurent Gbagbo par la CPI ne nous dit pas qu'il n'y a pas eu de mort en Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts. Donc la responsabilité, si elle n'est pas pénale, il y a une responsabilité politique et morale à ce niveau, il n'y aura pas d'acquittement. Donc, elle engage à la fois donc, cette responsabilité Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, les Guillaume Soro, tous ceux par qui la misère, donc, on va dire le drame est arrivé à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut saisir cette opportunité, à mon avis, unique pour penser les plaies de la Côte d'Ivoire qui sont restées béantes. Et je pense que l'attitude de Laurent Gbagbo pourrait être déterminante donc, dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Albert Nagrego. Tout dépendra de ce qu'ils mettront en place parce que la Côte d'Ivoire a déjà expérimenté des réconciliations et ça n'a pas marché parce qu'on se rappelle le Forum national de réconciliation en 2001. Gbagbo était encore au pouvoir, je crois. Ça n'a pas marché alors que ça avait suscité un grand engouement à l'époque. Et on a vu des chefs d'État qui étaient invités, qui ont même fait des discours très intéressants. Et après, on a vu aussi la création, on va dire, la mise en place le train de la réconciliation. Le train de la réconciliation, je crois que c'était en 2003. Ça n'a pas abouti aussi, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Ensuite, on a vu l'arrivée de Alassane Ouattara, qui avait créé aussi la commission dialogue, vérité et réconciliation avec Charles Konabani à l'époque.
et ça n'a pas marché aussi. Donc cette fois-ci, on est encore dans une nouvelle phase de réconciliation. Donc tout dépendra de ce qu'on mettra dans cette réconciliation comme contenu pour pouvoir espérer réussir. Sinon, on va dire que Laurent Gbagbo arrive, c'est la réconciliation. Oui, c'est un élément essentiel, une pièce maîtresse dans ce processus de réconciliation, mais il faut savoir utiliser la pièce maîtresse, sinon on va toujours rester là. Parce que son retour aujourd'hui, quand on voit le retour triomphal, la mobilisation, on peut se dire qu'il y a beaucoup de gens déjà qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, déjà pardonner au régime actuel, parce qu'ils retrouvent son mentor politique, où il retrouve celui-là qui incarne pour lui la vertu, l'intégrité. Donc c'est déjà une joie pour des familles, et tout également que ça peut être aussi une tristesse pour ceux qui ont perdu des parents ou qui ont été victimes d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Et encore, ça va, au niveau de l'échiquier politique, ça va permettre de consolider davantage les relations, parce que le président Gbagbo l'a si bien dit, il a dit dès son arrivée que c'est la première fois que son parti participe à des élections et gagne autant de députés sans être au pouvoir. Donc c'est déjà quelque chose de très important. Mais aussi, il faut reconnaître que le dialogue qui sera mis en place... Il y a un travail à faire. Oui, parce qu'on attend un discours très prochainement, un discours sur la réconciliation qui sera prononcé par le président Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo. Et encore, son arrivée aussi fédère davantage le trio, je veux dire Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, et lui-même, parce qu'on a vu Bédié qui s'est montré très ouvert dans ce processus de retour de Laurent Gbagbo. Donc, les ingrédients sont réunis pour aller à une très bonne réconciliation. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va travailler à ne pas politiser cette réconciliation pour que ce soit une réconciliation qui va écouter les victimes de la crise post-électorale, ou bien c'est une réconciliation qui va rester au stade des hommes politiques et ne pas avoir un impact à la base? Parce qu'à la base, on attend beaucoup, c'est vrai. Il y a déjà des efforts qui ont été faits par le pouvoir en place, en mettant en place un fonds spécial de compensation financière pour les victimes. Je crois que chacun avait eu peut-être environ 1 million et plus. Et après cela, on a vu également d'autres cadres juridiques qui ont été mis en place pour permettre à ces personnes qui ont été victimes de pouvoir se ressaisir ou pouvoir trouver une indemnisation. Et cette fois-ci, c'est le retour de Laurent Gbagbo. Mais beaucoup reste à faire parce que Guillaume Soro est toujours à l'extérieur. Il y a d'autres exilés encore. Il y a d'autres acteurs politiques en prison. Donc pour arriver à la réconciliation, il faut réunir tout cela. Oui, et Xavier. Oui, moi je pense que la situation politique en Côte d'Ivoire dépendra de ce que M. Laurent Gbagbo va faire de ce retour. Parce qu'il a dit, en tout cas, une responsabilité morale qui est là toujours intacte. Les 3000 victimes, d'ailleurs, ils sont sortis aussi manifester à la veille donc, de l'annonce de son retour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que Laurent Gbagbo va rester, on va dire, dans sa cage d'ancien président et ne pas être beaucoup tonitruant sur le plan politique? On va observer pour voir. Est-ce que les acteurs politiques ivoiriens vont, en tout cas, continuer dans cette dynamique de réconciliation avec, bien sûr, en laissant Laurent Gbagbo tranquille, parce que n'oubliez pas qu'il a 20 ans de prison et qu'il doit, je ne sais pas s'il va purger la peine en étant dehors ou bien comment cette situation va se décanter. Je pense que tout dépendra de ce que M. Laurent Gbagbo va se comporter en Côte d'Ivoire par rapport à ses attentes, que ce soit au niveau des victimes et aussi au niveau du gouvernement. Parce que il a dit il y a eu quand même, avec les élections, une montée en puissance du FPI, que ce soit ceux qui sont très fidèles à Laurent Gbagbo ou de l'autre côté. Comment on gère cette situation? Je pense que le pouvoir de Alassane Ouattara a beaucoup fait pour que Laurent Gbagbo revienne et ça va être déterminant. Est-ce qu'il avait le choix? Bon, oui, il avait le choix parce que au regard des gens... Il a été acquitté après 10 ans. Oui, il a été acquitté, mais si la pression des victimes aussi, des Ivoiriens, des 3000 morts aussi est là, et avec cette condamnation, la justice pouvait décider, peut-être ça pouvait chavirer, mais la justice pouvait décider parce qu'il est condamné, on pouvait l'amener directement à la MACA. Voilà. Oui, Albert, la question que je me pose, est-ce que, on l'a vu, les premiers mots de Laurent Gbagbo, c'est d'abord aller pleurer sa mère qui est décédée quand il était en prison à La Haye, et ensuite il verra peut-être pour la suite qu'est-ce qu'il pourra faire. Mais est-ce qu'on peut présager peut-être d'un retour de Laurent Gbagbo sur la scène politique?
Oui, il y a une forte, je vais dire, envie de revenir sur la scène politique. Parce que quand on écoute l'avocate de Laurent Gbagbo, je crois que c'est Maître Abiba Touré, elle dit également, elle n'exclut pas un retour de Laurent Gbagbo sur la scène politique. Quand on écoute Laurent Gbagbo par le passé, même à présent, il dit qu'il ne sait faire que la politique. Quand on voit son arrivée de l'aéroport, son premier point destination, c'est au siège du parti. Ça veut dire également qu'il faut voir derrière cela une connotation aussi politique. Et quand on regarde tout cela, on se dit qu'aujourd'hui, il a envie de faire encore la politique. Mais maintenant, comment ça va se passer? Parce qu'il y a une partie de son destin aussi entre les mains du président Ouattara, s'il veut continuer la politique. Parce que si le président Ouattara décide aujourd'hui de prononcer la grâce en sa faveur, ça veut dire qu'il est acquitté pour ses 20 ans d'emprisonnement dont il faisait cas, mais son casier judiciaire n'est pas vide, alors qu'on sait que là, ça va porter un coup sur lui pour la suite de sa carrière politique. Mais si c'est une amnistie qui a été peut-être votée pour lui ou pour les anciens chefs d'État de façon générale, ça veut dire que le boulevard, il est ouvert encore, il est libre, il peut manifester, il peut organiser politiquement pour refaire les choses. Mais je suis persuadé qu'il a l'impression de revenir aux affaires. Il a l'impression de montrer que son mandat a été écourté de force et qu'aujourd'hui, je reviens en héros. Et que... fait 10 ans. Oui, tout à fait. Mais de la manière il est parti, c'est ça aussi l'histoire. Donc il a l'impression aujourd'hui de revenir en héros. Donc il veut revenir à la tête de la Côte d'Ivoire pour montrer de quoi il est capable, pour montrer qu'il était peut-être incompris par certains Ivoiriens. Et j'ai l'impression que ça l'anime. Il a envie forcément de revenir sur la scène politique. Surtout quand on écoutait son interview avec TV5 où on sentait le sage, celui qui s'est assagi et puis... Il a deux casquettes à jouer. C'est la casquette de réconciliation, de rassembleur, de celui-là qui va fédérer, de celui-là qui veut la réconciliation, mais il a à la fois également cette casquette politique là où il a envie encore d'aller aux affaires. Et je crois que son âge aujourd'hui, même si on regarde du point de vue constitutionnel, je pense qu'il y a une situation atténuante et le président Ouattara ne l'avait pas exclu de réviser encore la Constitution. Donc, je pense que ça peut se jouer, il peut jouer encore une carrière politique. Abdoulaye Bari, est-ce que c'est votre avis aussi? Non, mais moi, je ne parlerai pas de retour de Laurent Gbagbo en politique parce qu'il n'a jamais quitté la politique et je ne pense pas que, connaissant Laurent Gbagbo, qu'il va quitter la politique un jour. Mais peut-être ce qui peut changer, c'est peut-être la forme qui peut changer, c'est peut-être les objectifs qui peuvent changer. Laurent Gbagbo s'est dans un premier temps battu pour la démocratie en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Il a connu la prison, il a connu l'exil, il a connu beaucoup de choses avant d'être élu de manière, dans un contexte chaotique en 2000 face à un putschiste, le général Gueye. Effectivement, les conditions de l'élection, voilà, je ne veux pas revenir sur ça. Il a hérité d'un pays fragilisé, il a gouverné dans le chaos pendant 10 ans, il a tenté de faire ce qu'il peut. Mais pour moi... dire que Laurent Gbagbo il va quitter la politique, je ne le pense pas. Il y a deux mots qui ont retenu mon attention lorsqu'il a pris la parole. Il a dit « Je suis votre soldat, je reste mobilisé ». Ça veut tout dire. Mais maintenant, je pense que là où Laurent Gbagbo pourrait jouer un rôle important pour moi désormais, il ne s'agira peut-être pas d'aller à la conquête du pouvoir d'État, mais c'est de travailler à coller les morceaux en Côte d'Ivoire. Le tissu social a été tellement fragilisé avec ces différentes crises-là. Moi, je vois Laurent Gbagbo se comporter finalement en père de la nation. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui a marqué Laurent Gbagbo pendant ces 10 ans de prison, très loin donc de l'Afrique, et c'est la mobilisation des Africains pour le soutenir. Et vous avez vu, il a dit Laurent quelque Gbagbo, chose... pour quiconque connaît l'histoire de Laurent Gbagbo, il a toujours été un panafricaniste. Oui, mais ce n'est pas évident d'avoir autant de soutien étant en prison à La Haye. Et donc, ce soutien, vous voyez, les Africains étaient mobilisés à la fois dans leur pays, mais devant La Haye, pour soutenir Laurent Gbagbo. Il a dit quelque chose qui est très important. Il dit, je sais que je suis ivoirien, mais en prison, voilà, pour résumer,
il a su qu'il avait une grande dimension africaine. Et pour moi, à ce niveau-là, il peut jouer un rôle important en termes de sensibilisation, en termes de discours politique, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'éveil des consciences en Afrique. Il est évident qu'aujourd'hui, dans un premier temps, son rôle ne sera pas d'aller sur le continent africain pour se battre pour la démocratie. Le premier défi pour Laurent Gbagbo, c'est de pouvoir quand même unifier son parti. Son parti a été divisé. Voilà, oui. C'est vraiment l'enjeu premier pour Laurent Gbagbo. Comment arriver à réunir tous ces gens, FPI et Laurent Gbagbo, qui ont été divisés lorsqu'il est allé à la prison. Donc ça va être le premier élément. Le réussira-t-il? Ça serait une très bonne chose pour lui-même, lui donner plus de force et de légitimité dans le rôle futur que nous espérons être un rôle de réconciliateur en Côte d'Ivoire. Oui, et Xavier, justement, cette question du FPI, son parti politique divisé après lui, Barry l'a dit, ça reste un de ses défis. Est-ce qu'il pourra réussir effectivement à ramener pratiquement tous ceux qui ont voulu aller cavalier seuls? Oui, c'est un grand défi, mais je pense que connaissant l'homme, il pourra certainement réussir parce que il a dit s'il se comporte, bien sûr, en père de famille comme il se doit et ne pas vouloir s'afficher pour être candidat à la présidence de la République ivoirienne, je pense qu'il peut réussir parce que le FPI, comme on l'a dit, c'est un parti de masse. C'est-à-dire c'est les masses qui mobilisent. Et puis, le parti a beaucoup une assise dans la ville d'Abidjan. Donc, je pense que Laurent Gbagbo peut réussir à fédérer les militants, que ce soit du FPI Progror ou du FPI de Afin Guessan. Il va réussir certainement. Mais, à condition qu'il se mette, comme il a dit, au-dessus de la mêlée, pour ne pas vouloir aller directement être candidat, mais travailler à réunir vraiment les fils et filles au sein du parti. Mais il y a aussi cette situation où, bon, on commence déjà à dénoncer sur les réseaux sociaux le fait qu'il veut se faire réhabiliter de ses émoluments d'anciens chefs d'État. Donc, toutes ces questions, je pense qu'il doit peut-être mettre ça en berne pour l'instant, réussir la réconciliation dans son parti, avec les Ivoiriens, avant de peut-être voir ses revendications politiques. Est-ce que l'un exclut l'autre? Bon, oui, forcément. Il est ancien chef d'État ou pas? Il est ancien chef d'État, mais le fait de vouloir revendiquer ça pendant que... Oui, Barry va vous répondre. Non, c'est une question qui est déjà tranchée. Le président Alassane a décidé de lui accorder tout ce qui lui revient de droit. Et je pense que l'évolution de la Côte d'Ivoire est de sorte que à ce niveau, je pense que le président Alassane Ouattara est un homme d'État d'une élégance exceptionnelle. Je ne suis pas pro Ouattara, mais sur ce plan, il n'y a pas de débat. Il va accorder ses indemnités et tout. Et ça va être même une sorte de retour c'est comme s'il lui renvoyait l'ascenseur parce que quand Gbagbo était au pouvoir, il n'a jamais arrêté, il n'a jamais coupé les droits qui revenaient donc à Alassane Ouattara en tant qu'ancien Premier ministre et à Bédié le couple Bédié en tant qu'ancien président. Je pense que la famille Bédié recevait près de 30 millions par mois, 22 millions pour Bédié et 8 millions pour son épouse. Sur ce plan, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, oui, Albert. Et surtout sur la question de la réconciliation, on va y revenir. Est-ce que, au nom de la réconciliation, on doit pouvoir oublier peut-être ce qui s'est passé? Mais c'est ça, j'ai dit, tout dépendra de comment on construit la réconciliation. Est-ce que c'est construit de telle sorte que tout le monde, chacun gagne son compte pour qu'on oublie ce qui s'est passé? Si aujourd'hui la réconciliation est faite, est organisée peut-être, je ne vais pas dire à la sud-africaine ou encore rwandaise, ou mais un modèle ivoirien où les gens à la base, chacun a son compte dedans, il n'y a pas de problème. Ça dit que ça va nous permettre d'oublier le passé. On va dire oublier, on ne va pas revendiquer certaines choses encore. C'est vrai que quand on a perdu un être humain, ça nous fait très cher. Mais tout dépendra de comment on met dans la réconciliation. Mais si on veut organiser une réconciliation parce qu'on veut que Arikona Bédié et Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se parlent, on a besoin que tel député ou bien Afin Guessan et Assoadou se parlent, on a besoin que ça se limite au niveau politique, ça veut dire qu'il y a toujours un problème qui est là. Maintenant, le métronome ici de la réconciliation, c'est qui? C'est Alassane Ouattara, c'est son ministre de la réconciliation nationale, Kakabe également, c'est à eux de faire la proposition, de faire l'offre, et si Laurent Gbagbo
voit qu'est-ce que je peux mettre dedans, qu'est-ce que je peux apporter comme contribution, il fera. Mais on ne va pas attendre que ce soit le président Gbagbo qui revient de la CPI et qui se met à travailler sur le thème des référents de la réconciliation, ou qui se met à proposer la réconciliation. Il ne peut qu'apporter une part de contribution. Mais je dis encore qu'il ne faut pas oublier, on a beau vouloir faire cette réconciliation, même si Guillaume Soro aujourd'hui constitue peut-être un ennemi numéro 1 pour le pouvoir en place, il faut accepter également que dans une réconciliation, il a sa part également, sa place dans cette réconciliation. Il y a également des acteurs politiques qui sont toujours en exil également, qui ont besoin de... Donc pour vous, il faut faire rentrer il faut faire rentrer tous les exilés politiques, il faut travailler à recenser. Bon, c'est déjà connu, on parle de 150 000 victimes de la crise post-électorale, 3 000 morts. Donc il faut travailler à actualiser peut-être toutes ces données-là et voir véritablement qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis, parce que tout ce qu'on a vu par le passé, ça a été beaucoup plus sous l'angle politique, cette réconciliation que je citais il n'y a pas longtemps. Oui, oui, Barry. Oui, en fait, vous avez posé une question que beaucoup de gens se posent, hein, c'est pertinent. Est-ce qu'il faut oublier ce qui est arrivé voilà, au nom de la réconciliation? Non, on ne va pas oublier. Le propre de la réconciliation, c'est de pardonner malgré l'ampleur du drame, parce que les humains se sont rendus compte que ce qu'ils ont fait là, c'est une bêtise. Et finalement, on s'assoit, on dit, OK, on ne peut pas continuer dans la guerre, parce que la guerre ne va pas assurer la pérennité de la race humaine. On décide au nom de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire de s'asseoir et de parler, parce que de toutes les façons, on ne peut plus faire en sorte que ce qui est arrivé n'arrive pas. C'est déjà arrivé, mais c'est de faire en sorte que dans l'avenir, ça ne se reproduise plus, ok? Donc ça, c'est une question de cœur, comme je le dis. C'est décider de pardonner. Le rôle de tout le monde est à mon avis, capital ici, que ce soit Alassane Ouattara en tant que président de la République, mais aussi les autres éléments, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons quand même des leaders qui ont leur base politique, base sociale. Et donc, les messages que vous allez véhiculer, la dynamique que vous allez engager, sera une dynamique déterminante pour la suite de la réconciliation. Si on va dire les 3 grandes têtes de la Côte d'Ivoire, bon, on va ajouter 2 petites têtes, c'est-à-dire Soro Diom et puis Blé Goudé, si ces têtes-là s'engagent véritablement dans la réconciliation, en expliquant à leur base sociale et politique que désormais, il est important que la Côte d'Ivoire puisse tourner cette page qui n'a fait que trop de blessures, trop de brisures dans la vie des Ivoiriens. Leur discours, pour moi, serait déterminant pour la suite et ils pourront ainsi mobiliser leur base pour fédérer la Côte d'Ivoire et panser les plaies de la Côte d'Ivoire meurtrie. Oui, moi, je pense que c'est là toute la difficulté parce que accepter que les 3 grandes têtes plus les 2 petites têtes acceptent vraiment, hein, justement, parce que je caricaturer un peu les choses ainsi, hein, vouloir que ces têtes de proue-là acceptent sur un consensus, hein, pour aller directement vers une réconciliation qui puisse être acceptée par tous les Ivoiriens, ça va être difficile. Bon, peut-être on ne sait pas comment ça peut se faire, mais dans la pratique, les victimes, et les 3000 victimes, 3000 morts sont là, les parents, les 150 000 victimes dont Albert parlait sont là. Comment ces gens vont peut-être être indemnisés? Bon, pour moi, c'est un format difficile à trouver actuellement. Et parler d'élections, après, bon, il y a des revendications existentialistes qui sont là. Surtout quand on parle de partis politiques, les gens voient déjà des intérêts. Ça va être difficile. Oui. Sauf que quand on écoute les discours actuellement des pro-Gbagbo, on n'a pas ce sentiment-là peut-être de regret, parce que quand on écoute ses proches dans des interviews opinés, on a l'impression qu'aujourd'hui, ils ne sont responsables de absolument rien de ce qui s'est passé dans cette crise post-politique. Et quand on regarde le premier message annoncé également par Laurent Gbagbo, sauf si j'ai omis, parce que je ne vois véritablement pas quelque chose à trait avec ce qui s'est passé en 2011, il a regretté le décès de sa mère où il n'a pas pu faire les obsèques, et puis son ami également, Abou Draman Sangaré. Il a demandé le temps de faire son deuil, avant de revenir sur des questions purement politiques.
Donc, dans son discours, je ne sais pas si j'ai peut-être le mot réconciliation, peut-être ça m'a échappé, mais on sent véritablement pas ce côté. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est revenu blanchi, qui n'est absolument pas responsable de quoi que ce soit dans cette crise-là politique. Donc, si on va continuer sur cette dynamique, on va avoir beaucoup de difficultés à résoudre la question de la réconciliation, parce que Barry avait dit quelque chose. On peut ne pas être reconnu fautif sur le plan pénal, mais politiquement, il faut reconnaître, ou moralement, il faut reconnaître qu'on est quand même responsable de quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire et tenir compte de cela également dans nos actions ou dans nos langages. Oui, Barry. Enfin, moi, quand je regarde un peu les éléments de langage des pro-Gbagbo, vous voyez, les messages qui circulent, c'est que Gbagbo vient pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais il est évident que dans un tel contexte, vous ne trouverez pas quelqu'un qui va dire « bon, je suis responsable de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire ». Vous n'allez pas trouver ça... En tout cas, c'est humain. C'est humain. C'est parce que les gens ne savent pas leur responsabilité dans ce qui est arrivé qu'il y a crime, qu'il y a guerre. Donc, mais comme je l'ai dit, l'attitude de Laurent Gbagbo et l'attitude des autres là seront déterminantes pour la suite de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Merci à tous les trois d'être venus. Abdoulaye Barry est journaliste indépendant et analyste politique. Merci d'être venu. Albert Nagrego est directeur de publication de Libre Info, un site d'information en ligne. Il est éditorialiste et analyste politique. Merci d'être venu. Xavier Belemiègré est rédacteur en chef de Radio Burkina. Vous êtes éditorialiste et analyste politique. Merci d'être venu. Merci à vous également pour votre attention à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.